Véronique Rivet aime le vin. Elle aime tellement le vin qu'elle est devenue sommelière et elle est parmi les meilleurs sommeliers au monde. L'an dernier, elle a raflé la 2e place au grand championnat mondial tenu à Tokyo. À 16 ans, Véronique commence à travailler dans un restaurant. Elle continue pendant qu'elle fait son bac en langue à l'Université d'Ottawa. Après ses études, c'est le domaine de la gastronomie qui l'interpelle. Elle part en France et se trouve du travail dans des vignobles, des hôtels et des restaurants d'Alsace. De retour au Canada, elle poursuit sa passion. Elle s'inscrit à des compétitions et petit à petit, elle monte les échelons. Meilleur sommelier du Québec, meilleur sommelier du Canada, 2e meilleur au monde. Pour faire toutes ces compétitions, ça prend beaucoup de temps et d'argent. Il faut s'entraîner et il faut voyager. Mais quand elle est chez elle, dans l'Outaouais québécois, c'est son conjoint et ses 2 enfants qui sont au centre de son univers, ainsi que son nouveau bar à vin, parce que la grande connaisseure qu'elle est tient à partager sa passion avec les autres. Véronique Rivet, bonjour. Bonjour. Quand vous étiez jeune, quelle était la relation que vous aviez avec le vin dans votre famille? Est-ce que c'est quelque chose qu'on buvait à tous les repas ou est-ce que c'était plutôt tabou chez vous? Non, c'était pas tabou. C'était définitivement pas quelque chose qu'on buvait à tous les repas. Mon père est canadien-français, québécois. Ma mère est allemande. Donc, il y a toujours eu un peu une influence aussi, l'influence du côté de ma mère, des habitudes peut-être un peu plus européennes qui se sont mélangées à nos habitudes nord-américaines. Mon père a très vite apprécié le côté bon vivant des Européens. Et on buvait du vin à table les fins de semaine ou les occasions spéciales. Mais toutes les semaines, définitivement, certains soirs, il y avait du vin, pas des grands vins. Et les jours d'occasion spéciale, là, on avait, si ma mère pouvait trouver des bons vins allemands, elle aimait beaucoup. Donc, ça a été un peu mon initiation au vin, c'est fait beaucoup par les vins allemands. À l'âge de 16 ans, vous avez commencé à travailler dans un resto. Est-ce que cette expérience-là a influencé ce que vous faites maintenant? Ah, définitivement. C'était vraiment à l'époque juste un job d'étudiant. J'ai commencé à travailler dans un restaurant, j'avais 16 ans, donc j'étais hôtesse, parce qu'on n'a pas le droit de servir de l'alcool, donc je ne peux pas servir aux tables. Et puis, je suis passée après ça à travers tous les métiers de la restauration, hôtesse, commis, serveur, barmaid, gérante. Puis sommelière. Mais je me suis très vite passionnée, pour le service à la clientèle. J'ai toujours aimé le contact humain, le contact avec les gens. Donc, d'accueillir des gens comme ça, de les aider à passer une bonne soirée. J'ai très vite aimé le métier, le monde de la restauration en général. Puis, je pense que je suis gourmande depuis toujours. J'ai toujours aimé bien boire, bien manger. J'aime goûter des nouvelles choses. Puis c'est vraiment ça, ouais, je pense, qui a un peu forgé mon parcours. Pourtant, vous avez fait vos études universitaires en langue, en espagnol et en allemand. Je pense que c'était dans le but de faire quoi, ça? De devenir interprète. Je suis le genre de personne qui n'a jamais su ce qu'elle voulait faire dans la vie. Puis c'est drôle, je disais ça il n'y a pas longtemps encore. Mon mari est à côté, puis il a dit « Pourquoi aujourd'hui, tu sais? » Mais j'ai très vite réalisé que ce que j'aimais des langues, c'était la possibilité de pouvoir échanger justement avec les autres et pas le côté très, très, très technique pour devenir interprète. Mais bon, ça m'est extrêmement utile dans le monde du vin. Il y a beaucoup de gens qui font une croix sur les vins allemands, par exemple, parce que c'est très difficile à comprendre. Il n'y a pas plus explicite qu'une étiquette de vin allemand si on comprend la langue. Après vos études, vous êtes allé en France, puis finalement, vous êtes resté, 7 ans, je pense. Qu'est-ce que vous alliez chercher là-bas, puis qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai toujours beaucoup voyagé étant jeune et j'ai rencontré comme ça une amie en voyage qui avait les mêmes passions. Puis on s'est dit, on voyage souvent en Europe, on a l'air d'aimer ça pour qu'on n'irait pas s'y installer, pour voir si c'est si bien que ça, après tout. Donc, on s'est inscrite à l'Université à Strasbourg. On est allé étudier 1 an. Et j'ai rencontré celui qui allait devenir mon conjoint. J'ai dû revenir au pays une fois que mon visa était expiré, mon visa d'étudiant. Il m'a accompagnée avec un visa pour 1 an. Son visa expiré, on y retourne. Bref, on a fini par passer cette année ensemble là-bas. Quand on a décidé qu'on allait rester en France pour quelque temps, parce que lui démarrait une entreprise avec un collègue, j'ai cherché du travail et puis j'ai vu une annonce pour un job chez un vigneron. Puis ça serait le fun, ça. Ça tombe dans mes cordes,
c'était l'accueil des clients, c'était une structure touristique. Mais à ce moment-là, vous n'étiez pas spécialiste du vin. Il y avait Non, un mais intérêt. j'avais un intérêt déjà marqué. J'avais quelques années d'expérience en restauration, dans le service à la clientèle, dans le monde de l'hospitalité en général, là, si on peut dire. Et puis j'ai passé 3 ans chez ce vigneron-là, et là, j'étais toujours... Là, ma passion pour le vin s'est vraiment confirmée. Les gens de ce vignoble-là l'ont remarqué et m'ont beaucoup encouragée. J'étais toujours rendue le nez fourré à la cave, dans le labo de l'œnologue, dès que j'avais quelques instants pour aller parler avec ces gens-là, apprendre d'eux. Et ils m'ont beaucoup nourri. Ils ont réalisé mon intérêt et j'ai suivi plusieurs formations grâce à cet employeur-là. On a besoin d'une formation pour être sommelier? Dans le monde du vin, dans le monde de la sommellerie, je dirais que je suis une autodidacte. J'ai suivi des formations, mais qui sont venues plus tard. Mes cours de sommellerie, j'en ai suivi, sont venus après cette expérience-là de la France, après plusieurs années de restauration, après plusieurs années auprès de producteurs de vin. Donc, j'avais vraiment acquis une solide expérience sur le terrain. Mais j'ai toujours cherché, j'adore apprendre. Je pense que c'est la seule chose que je savais quand je dis que je ne savais pas ce que je voulais faire, mais j'ai toujours aimé apprendre. Et pour moi, peu importe le métier ou le domaine dans lequel on travaille, je pense que c'est tous les gens qui vont se distinguer pour leur excellence dans leur domaine. Ce sont des gens qui sont en formation continue, qui cherchent toujours à apprendre, à s'améliorer. De toute façon, aujourd'hui, avec la vitesse à laquelle voyage l'information, la vitesse à laquelle les choses évoluent, si on ne fait pas un effort conscient de toujours rester à jour, on est très vite dépassé, peu importe le métier. Moi, j'aime bien le vin, mais de là à pouvoir distinguer les différentes saveurs, la provenance, ça, je suis pas capable. Est-ce que ça prend des qualités physiques même pour être sommelier? Souvent, le talent, c'est ça, et puis ça, c'est du travail. Hein? Et je pense que ça s'applique à beaucoup de choses. Beaucoup de gens sont intimidés par le monde du vin, justement par la façon dont on en parle ou quand on se met à parler d'arômes, hein, de description de vin. Mais ça fait un peu prétentieux par vous. Oui, malheureusement, il y a eu beaucoup de prétentions dans le métier. Ça, c'est une autre chose. Mais d'apprendre, c'est donné à tout le monde. N'importe qui peut y arriver. C'est tout simplement une question de pratique. C'est sûr, aujourd'hui, j'ai développé une certaine facilité parce que ça fait des années que j'y travaille, que je consacre énormément de temps à apprendre. On peut déguster le vin comme ça entre amis. Il y a plein de gens qui font des petits clubs de dégustation, qui dégustent avec la famille, des amis, mais il faut le faire avec rigueur, avec discipline, avec une méthodologie pour arriver à avancer et à mieux comprendre. Si vous aviez à créer une carte de vin, c'est quoi pour vous la carte idéale? Malheureusement, trop de cartes des vins aujourd'hui sont créées pour le sommelier ou pour la personne qui les fait. Et ça, pour moi, c'est une très mauvaise carte des vins. La carte des vins, il faut la faire pour la clientèle qui va fréquenter l'établissement en question. Hein? Je donne souvent l'exemple, si un client arrive dans un restaurant, puis ouvre la carte des vins, puis au bout de quelques secondes, la referme, puis commande 1 litre de vin maison, c'est pas une bonne carte des vins. Hein? Il y a une intimidation ou quelque chose qui s'est passé là, qui fait que le client n'a pas connecté. Il n'y a pas un seul critère qui définit qu'est-ce qu'une bonne carte des vins. Le critère le plus valable, à mon avis, est justement la corrélation entre la carte et le restaurant, le type d'établissement. Et justement, est-ce qu'un vin a besoin d'être cher pour être bon? Pas du tout. Pas du tout. De toute façon, le vin n'échappe pas au monde du luxe. Et je vous dirais que tout comme des voitures ou des montres ou des vêtements, des vins très, très chers tombent dans une catégorie de produits de luxe et ne sont plus des vins qui sont pour monsieur, madame, tout le monde. Le vin le plus cher à produire sur la planète, hein, à peut-être quelques exceptions près, mais il y a très peu de vins qui coûtent plus cher à produire qu'une trentaine de dollars. La majorité des vins coûtent quelques dollars à une vingtaine de dollars à produire. Alors, quand ils se vendent 1 500 dollars ensuite, la bouteille... Pourquoi? Là, on ne parle pas de vieux vins. Ouais. Parce qu'en vieillissant, évidemment, là, il y a d'autres aspects ils prennent de la valeur. Mais il y a des vins qui, quand ils sont mis en marché, coûtent 1 500 ou 2 000 dollars la bouteille. Ces vins-là ne coûtent pas plus cher à produire que 30 ou 35 dollars. On tombe dans l'univers des produits de luxe, donc on commence à payer pour la rareté, pour le marketing, pour le prestige, une question d'offre et de demande. Mais plus on monte en prix, moins le rapport qualité-prix est intéressant.
C'est-à-dire que la meilleure bouteille de vin à 500 que vous buvez dans votre vie ne sera jamais 10 fois meilleure que la meilleure bouteille à 50 le rapport qualité-prix décroît plus le prix monte. Je vous dirais que les meilleurs rapports qualité-prix sont entre 15 et 50 En fait, on est situé sur l'escarpement du Niagara à Vineland. Le domaine a maintenant 12 ans. On a commencé en 2001 très, très, très petit. On a quand même grossi un petit peu depuis ce temps-là. Vraiment, nous, on se concentre sur 4 cépages qui sont très, très importants dans la péninsule. Le Riesling, le Chardonnay, le Pinot Noir et le Cabernet Franc. Bon, nous, on n'utilise aucun pesticide, aucun produit chimique dans nos vignobles parce que quand on prend des produits chimiques, on enlève un peu la vie des vignes. Et ce travail-là, est-ce que ça se traduit dans le goût du vin? Oui, tout à fait. Mais je vous parlais un peu de mon engouement pour les vins du terroir. Si quelqu'un vous parle de vins de terroir et puis que derrière, dans les champs, il travaille à coups de pesticides, d'engrais chimiques, il n'y a pas beaucoup de terroir qui transparaît. Aujourd'hui, dans un monde où on peut avoir un vin d'Australie, un vin du Languedoc puis un vin d'Ontario qui goûtent la même chose parce qu'ils ont été faits de façon peut-être un peu plus industrielle, justement plus manipulée. C'est plus une recette. Un vin qui est issu d'une viticulture respectueuse de la terre et de l'environnement a beaucoup plus de chances d'être un vin qui soit vivant. Tout récemment, vous avez remporté la 2e place au concours du meilleur sommelier du monde. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ah, c'est énorme. C'est une grande satisfaction personnelle. J'ai le grand sourire tout de suite, des mémoires assez exceptionnelles. C'est drôle, quand j'ai commencé les concours, c'était vraiment... Je ne savais pas du tout ce que c'était. C'était à mon retour au Canada, de la France. J'avais entendu parler de la scène de la restauration et de la sommellerie au Québec qui était en pleine ébullition. Et j'ai vu passer une annonce pour un concours. Je m'y suis inscrite en me disant... mais c'est la façon idéale ça faisait même pas un an que j'étais de retour au pays, d'aller un peu prendre le pouls de l'industrie ici, voir qui en fait partie, qui sont les joueurs, quel est le niveau, qui fait quoi. Et dans ce concours-là, je me suis retrouvée... Le but, c'était de faire les quarts de finale et puis ensuite d'assister aux demi-finales et aux finales qui prennent part en public pour voir un peu ce que c'est. Je n'avais aucune idée ce que c'était un concours de sommellerie. Et je me suis retrouvée, malgré moi, parmi les finalistes à ce concours-là. Et ça a été un peu un choc. J'ai refusé de faire plein d'épreuves parce que j'avais aucune idée de ce qu'on attendait de moi. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai vu un peu les concours comme une façon de m'assurer de rester à jour, justement, parce que ça nous oblige... C'est une préparation intense, hein? On doit étudier, on doit retourner à nos livres, on doit justement ne pas se reposer sur nos connaissances, mais s'assurer d'être bien à jour. Donc, c'est une façon pour moi de retourner aux livres et de m'assurer de continuer cette formation-là. Je pensais pas pouvoir réussir dans ce milieu-là au début parce qu'il y avait encore beaucoup d'arrogance. C'était encore un peu très grand, gants blancs, rempli de protocoles. Et il y a du protocole autour du service du vin, et c'est très bien. Mais il y avait beaucoup de façons de faire qui étaient très loin de ce que j'étais, de ma façon à moi de faire les choses et de voir les choses. Donc, j'ai doublement de fierté aujourd'hui d'avoir accompli ce que j'ai fait, non seulement de m'être rendue où je me suis rendue, mais de l'avoir fait aussi en restant qui je suis. On est jugé sur quoi quand on participe à un concours? Oui, c'est une bonne question parce que beaucoup de gens croient que ce sont que des concours de dégustation. Hein? Et ça m'achale un tout petit peu. Ça fait un peu chien de concours. Hein? Dans des manifestations autour du vin, les gens viennent souvent et puis nous plantent un verre de vin sous le nez. C'est quoi ça? On n'est pas des machines. C'est sûr, la dégustation est une partie du concours, mais tous les concours tournent autour de 3 points principaux. Le plus important est la théorie. C'est-à-dire qu'on doit tout connaître sur tout. Ce qui est impossible, mais pour quelqu'un qui aime apprendre, c'est fascinant parce que justement, c'est toute une vie d'apprentissage, ça n'arrête jamais. On doit tout savoir sur la viticulture. Donc, c'est de l'agronomie, c'est de la géologie.
tous les cépages du monde, hein? Comment pousse la vigne, dans quelles conditions, les façons de la cultiver, les différents modes de culture, tous les différents cépages qui existent, tous les pays producteurs de vin, toutes les régions, toutes les appellations qui régissent, donc les lois qui régissent la production de vin dans tous les pays du monde. Et on a dépassé le temps où il y avait seulement Bordeaux, la Bourgogne, l'Italie. Aujourd'hui, la Chine est le 6e plus important producteur de vin au monde. On fait du vin au Brésil, en Inde, partout. Donc, ça devient très, très vaste. Il y a la vinification qui est de la chimie. Donc, tout ce qui touche au monde du vin et aussi à la gastronomie. Là, je reste toujours dans la théorie. Bien sûr, comme sommelier, une grande partie de notre travail, c'est les accords mets et vins. Donc, on doit avoir des solides connaissances en gastronomie française, italienne, japonaise, donc les grandes gastronomies du monde. Et on se prépare comment pour un concours comme ça? C'est énormément d'études pour la partie théorique, donc c'est ça, toujours rester à jour. On ne saura jamais tout. Comment est-ce qu'on reste à jour? Est-ce qu'on va sur place pour visiter, pour voir, pour C'est sûr qu'on comprendre? peut apprendre beaucoup dans les livres, mais aujourd'hui, encore une fois, malheureusement, un livre est publié, puis il est presque devenu désuet quelques jours après sa publication. Donc, il y a des choses qui ne changent pas, hein, les grands classiques, donc c'est apprendre avec les livres, mais aussi se plonger dans le milieu, hein, donc les voyages sur place, avec des producteurs sur place pour bien comprendre le terroir, le terrain. La théorie, c'est un aspect. Le deuxième, c'est le service, donc tout ce qui touche au protocole du service. Et le troisième, donc la dégustation. Et au-delà des vins, c'est tous les spiritueux, c'est tous les alcools. Donc tous les spiritueux, le saké, la bière et même des produits non alcoolisés, tout ce qu'on sert au restaurant. De l'eau minérale, le thé, le café. Juste le thé, c'est aussi vaste que le monde du vin. Donc c'est... Maintenant, votre bouche et jusqu'à un certain point, votre instrument, comment est-ce que vous le gardez à point? On fait très attention, justement, en période de concours, en période d'examen, à ce qu'on mange. C'est sûr qu'on ne va pas manger quelque chose de très épicé ou de très aillé ou de très relevé avant une dégustation. Est-ce que vous vous brossez les dents? Non. Ben, oui, sur une base régulière. Avant le concours? Pas avant une dégustation. Si j'ai un examen de dégustation à 7 heures le matin, je vais me lever. Il faut qu'il y ait un minimum de 3 ou 4 heures entre le moment où je me suis brossé les dents et où je fais une dégustation. Donc, oui, le moment du réveil va être en fonction du moment de la première dégustation dans la journée. Le repos, c'est très important. Il y a vraiment un travail un peu, je fais souvent des analogies avec les Olympiques ou avec des athlètes, mais il y a beaucoup de similitudes avec la préparation d'un athlète. Le concours du meilleur sommelier du monde à Tokyo, comme il y a un décalage important, c'était 13 heures. Je suis arrivée 7 jours, je serais même arrivée plus tôt sur place, mais mon emploi du temps ne me le permettait pas. Mais je suis arrivée 7 jours sur place avant le concours pour me faire au décalage horaire, pour être le plus reposé possible, pour me faire à la nourriture, à l'eau, à l'air. Il ne faut pas oublier à quel point notre environnement influence la dégustation. Même en restant chez soi, on ne déguste pas de la même façon quand il fait moins 30 et quand il fait plus 30, quand il fait soleil ou quand il pleut ou quand il neige. Nous, en tant qu'êtres humains, on perçoit les choses de façon différente et les vins aussi peuvent s'exprimer de façon différente selon le temps qu'il fait. Un athlète olympique va avoir, de très haut niveau, va avoir des commanditaires, il va avoir peut-être un peu d'aide du gouvernement pour tous ses entraînements. Est-ce que les candidats au concours de meilleur sommelier ont ces mêmes... ces mêmes incitatifs-là? Oui, ça dépend du pays. Par exemple, au Japon, il y a un engouement incroyable pour le vin et les sommeliers qui réussissent ont un statut presque de rockstar. Et il y a énormément de soutien qui vient de tous les côtés, du soutien financier pour les candidats au concours du meilleur sommelier du monde au Japon et dans certains pays. Chez nous, c'est plus récent, mais ça s'en vient. They're my favorite barrels. They're very subtle. They're very respective of the fruit. And after a while, they just kind of disappear into the wine. What are your expectations for a wine like this or for this year's? I love Chardonnay. It's what I love. It's elegant. There's high acid. There's minerality. There's phenolic ripeness, but low alcohol. It's the kind of year that I think, as a winemaker, maybe you see once or twice in your lifetime. Parlons de vin maintenant. Pour les puristes,
C'est le vin français qui est le meilleur. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité, ça? Ouf, question difficile parce que j'ai un petit penchant personnellement pour les vins français. Vous savez, il n'y a pas de... Aucun pays n'a le monopole de la qualité, aucun pays, aucune région. Il y a de la piquette qui se fait partout dans le monde. Et la France fait probablement plus de piquette que n'importe qui, tout simplement parce qu'ils font plus de vin que n'importe qui. Question de proportion. Aujourd'hui, avec les avancées de la technologie, on comprend beaucoup mieux, même si ça reste une science encore un peu obscure, on comprend beaucoup mieux la viticulture et les vinifications. Donc, il n'y a presque plus de mauvais vins. Mauvais dans le sens où qui posent un danger pour la santé. Hein? Après, c'est une question de goût. Il y a beaucoup de différents styles. Il y a des vins plus industriels et il y a des vins qui sont plus des vins de terroir. Tous les styles existent et tous les goûts sont permis. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens énormément. Pour moi, ça reste avant tout une question de goût. Le meilleur vin pour moi n'est pas le meilleur vin pour tous. Le meilleur vin pour moi un jour ne sera pas nécessairement le meilleur vin le lendemain. Encore une fois, ça dépend. Je dis souvent, le plus grand vin du monde, s'il est pris en mauvaise compagnie, sera pas très, très bon. Alors qu'un vin très ordinaire, pris en magnifique compagnie, peut nous laisser un souvenir extraordinaire. Je pense qu'on peut dire que les vins canadiens ont fait quand même un bon bout de chemin ces dernières années, ces 10 dernières années. Comment est-ce que les vins canadiens se mesurent contre les producteurs plus traditionnels, comme les vins français ou les vins italiens, par exemple? Ça, c'est source d'une grande fierté. On a avancé de façon très, très rapide. C'est sûr qu'on apprend plus vite aujourd'hui qu'il y a 200 ans. Hein? Encore une fois, on profite de tous les essais et les erreurs et les expérimentations de vieux pays viticoles. Et donc, les nouveaux pays viticoles avancent, progressent beaucoup plus rapidement. Au Canada et en Ontario en particulier, on a un niveau de qualité qui est remarquable. On fait aujourd'hui ici des vins qui sont tout à fait de calibre international. Et pas seulement le vin de glace. Hein? C'est sûr qu'on a un peu fait notre marque à l'international avec le vin de glace. Ça a été ce qui a ouvert la porte un peu partout, mais c'est beaucoup plus que ça. Puis heureusement, parce que des vins de glace, c'est pas quelque chose qu'on boit tous les jours. On fait vraiment d'excellents vins. Encore une fois, comme je disais pour la France ou pour l'Italie, il y a du bon et il y a du moins bon, hein, comme partout ailleurs. Mais nos meilleurs vins sont vraiment d'une qualité tout à fait exceptionnelle, n'ont rien à envier à aucun autre pays. Et je dirais même, ils commencent à... Je tiens beaucoup, moi, à la notion de terroir, justement, à ce qu'un pays ou une région produise des vins qui sont à l'image de la région. Et justement, je crois que nos plus grands vins sont des vins qui s'inscrivent dans une tradition plus vieux monde, c'est-à-dire qu'ils vont plus se rapprocher de ce qui se fait en France, peut-être, ou que de ce qui se fait en Californie ou en Australie, et qui va plus se rapprocher des climats frais. Parce qu'on est dans un climat frais, on s'entend pas juste au niveau des hivers, mais au niveau de la longueur de la saison, etc. Mais on va faire des vins qui sont plus d'un esprit bourguignon ou bordelais, ou qui vont ressembler à des vins de la Loire ou de l'Alsace, et pas à des vins de Sicile ou à des vins des Pouilles ou à des vins du Maroc ou à des vins d'Australie. Vous êtes parmi les meilleurs sommeliers au monde et avec cette deuxième place à Tokyo, je suis sûre que ça a ouvert beaucoup de portes pour vous. Pourtant, vous tenez à rester dans votre région, dans la région de l'Outaouais québécois, alors que vous auriez pu ou vous pourriez aller travailler dans des grands restaurants un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qui vous attache à votre région? Mais ayant déjà beaucoup voyagé et habité à l'étranger aussi, j'ai cru à une certaine époque que j'étais une citoyenne du monde, que je pouvais vivre n'importe où et que j'en serais heureuse, mais je crois que ça prend de vivre ailleurs pour réaliser à quel point on est bien chez nous. Je crois qu'au Canada, en général, on a une qualité de vie qui est absolument exceptionnelle. Moi, j'aime beaucoup ma situation à cheval entre deux provinces. Il y en a qui vont peut-être parler de deux solitudes. Moi, je parlerais de deux richesses. Et bon, il y a inévitablement aussi l'âge. On devient peut-être moins mobile avec le temps, le fait d'avoir une famille, des enfants. Oui, je pourrais aller travailler à l'étranger, mais je préfère largement être ici. Dans une région qui me tient beaucoup à cœur et où j'ai toujours eu un soutien incroyable des gens du coin, et de voyager dans le monde plutôt que d'aller m'établir ailleurs où on n'a pas nécessairement la même qualité de vie. Vous suivez votre passion
D'une autre façon maintenant, vous allez bientôt ouvrir votre propre bar à vin chez vous dans la région de Gatineau, à Hull, en Ouais. fait. À quoi va ressembler ce bar à vin et pourquoi ouvrir un bar à vin? là? Ouais, parce que des fois, je me dis, je suis un peu folle de faire ça maintenant, démarrer une entreprise, puis la restauration, c'est pas un métier facile, mais c'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps. Je suis issue de la restauration, c'est un milieu que j'aime beaucoup, et le projet de bar à vin, je le caresse depuis très longtemps, mais c'est toujours resté dans les tiroirs parce que justement, la préparation au concours est tellement intense et exigeante que je ne pouvais pas mener les deux projets de front. Donc, c'est pour accoucher d'un autre bébé que je porte depuis longtemps que je veux le faire. Et je veux le faire chez moi, justement, parce que je veux aussi un peu redonner à la communauté qui m'a soutenue depuis les tout débuts et pas seulement depuis que ça va bien, et partager avec eux ma passion. J'espère que ce sera un lieu qui sera à mon image, justement, où on peut découvrir, apprendre sans arrêt, mais dans une ambiance très détendue, très sans chichi, très approchable. Souvent, quand on va chez quelqu'un, on apporte une bouteille de vin à offrir à l'hôtesse. Est-ce que les gens ont peur de vous apporter du vin? Ça existe encore et ça me fait tellement de peine parce que j'adore voir ce que les autres aiment, ce que les autres boivent, ce qui fait plaisir aux autres. Oui, malheureusement, ça arrive que les gens vont dire « Oh, on va apporter ci, mais toi, tu t'occupes du vin. » Et ça devient lassant, toujours s'occuper de la même chose. Mais oui, parfois, les gens hésitent encore, mais il n'y a pas de raison, il n'y a absolument pas de raison. Véronique Rivet, merci beaucoup. Merci à vous. À l'université à Strasbourg, on est allé étudier 1 an et j'ai rencontré celui qui allait devenir mon conjoint. J'ai dû revenir au pays une fois que mon visa était expiré, mon visa d'étudiant. Il m'a accompagnée avec un visa pour 1 an. Son visa expiré, on y retourne. Bref, on a fini par passer cette année ensemble là-bas. Quand on a décidé qu'on allait rester en France pour quelque temps, parce que lui démarrait une entreprise avec un collègue, j'ai cherché du travail et puis j'ai vu une annonce pour un job chez un vigneron. Puis j'ai dit, ça serait le fun, ça. ça tombe dans mes cordes, c'était l'accueil des clients, c'était une structure touristique. Mais à ce moment-là, vous n'étiez pas spécialiste du vin. Il y avait Non, un mais intérêt? j'avais un intérêt déjà marqué. J'avais quelques années d'expérience en restauration, dans le service à la clientèle, dans le monde de l'hospitalité en général, là, si on peut dire. Et puis j'ai passé 3 ans chez ce vigneron-là, et là, j'étais toujours... Là, ma passion pour le vin s'est vraiment confirmée. Les gens de ce vignoble-là l'ont remarqué et m'ont beaucoup encouragée. J'étais tout... Véronique Rivet aime le vin. Elle aime tellement le vin qu'elle est devenue sommelière et elle est parmi les meilleurs sommeliers au monde. L'an dernier, elle a raflé la 2e place au grand championnat mondial tenu à Tokyo. À 16 ans, Véronique commence à travailler dans un restaurant. Elle continue pendant qu'elle fait son bac en langue à l'Université d'Ottawa. Après ses études, c'est le domaine de la gastronomie qui l'interpelle. Elle part en France et se trouve du travail dans des vignobles, des hôtels et des restaurants d'Alsace. De retour au Canada, elle poursuit sa passion. Elle s'inscrit à des compétitions et petit à petit, elle monte les échelons. Meilleur sommelier du Québec, meilleur sommelier du Canada, 2e meilleur au monde. Pour faire toutes ces compétitions, ça prend beaucoup de temps et d'argent. Il faut s'entraîner et il faut voyager. Mais quand elle est chez elle, dans l'Outaouais québécois, c'est son conjoint et ses 2 enfants qui sont au centre de son univers.
ainsi que Si ma mère pouvait trouver des bons vins allemands, elle aimait beaucoup. Donc, ça a été un peu mon initiation au vin. C'est fait beaucoup par les vins allemands. à l'âge de 16 ans, vous avez commencé à travailler dans un resto. Est-ce que cette expérience-là a influencé ce que vous faites maintenant? Ah, définitivement. C'était vraiment à l'époque juste un job d'étudiant. J'ai commencé à travailler dans un restaurant, j'avais 16 ans, donc j'étais hôtesse, parce qu'on n'a pas le droit de servir de l'alcool, donc je ne peux pas servir aux tables. Et puis, je suis passée après ça à travers tous les métiers de la restauration, hôtesse, commis, serveur, barmaid, gérante. Puis sommelière. Mais je me suis très vite passionnée, pour le service à la clientèle. J'ai toujours aimé le contact humain, le contact avec les gens. Donc, d'accueillir des gens comme ça, de les aider à passer une bonne soirée. J'ai très vite aimé le métier, le monde de la restauration en général. Puis, je pense que je suis gourmande depuis toujours. J'ai toujours aimé bien boire, bien manger. J'aime goûter des nouvelles choses. Puis c'est vraiment ça, je pense, qui a un peu forgé mon parcours. Pourtant, vous avez fait vos études universitaires en langue, en espagnol et en allemand. Je pense que c'était dans le but de faire quoi, ça? De devenir interprète. Je suis le genre de personne qui n'a jamais su ce qu'elle voulait faire dans la vie. Puis c'est drôle, je disais ça il n'y a pas longtemps encore. Mon mari est à côté, puis il a dit « Pourquoi aujourd'hui, tu le sais? » Mais j'ai très vite réalisé que ce que j'aimais des langues, c'était la possibilité de pouvoir échanger justement avec les autres et pas le côté très, très, très technique pour devenir interprète. Mais bon, ça m'est extrêmement utile dans le monde du vin. Il y a beaucoup de gens qui font une croix sur les vins allemands, par exemple, parce que c'est très difficile à comprendre. Il n'y a pas plus explicite qu'une étiquette de vin allemand si on comprend la langue. Après vos études, vous êtes allé en France, puis finalement, vous êtes resté, 7 ans, je pense. Qu'est-ce que vous alliez chercher là-bas, puis qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai toujours beaucoup voyagé étant jeune et j'ai rencontré comme ça une amie en voyage qui avait les mêmes passions. Puis on s'est dit, on voyage souvent en Europe, on a l'air d'aimer ça pour qu'on n'irait pas s'y installer, pour voir si c'est si bien que ça, après tout. Donc, on s'est inscrit. Son nouveau bar à vin, parce que la grande connaisseure qu'elle est tient à partager sa passion avec les autres. Véronique Rivet, bonjour. Bonjour. Quand vous étiez jeune, quelle était la relation que vous aviez avec le vin dans votre famille? Est-ce que c'est quelque chose qu'on buvait à tous les repas ou est-ce que c'était plutôt tabou chez vous? Non, c'était pas tabou. C'était définitivement pas quelque chose qu'on buvait à tous les repas. Mon père est canadien-français, québécois. Ma mère est allemande. Donc, il y a toujours eu un peu une influence aussi, l'influence du côté de ma mère, des habitudes peut-être un peu plus européennes qui se sont mélangées à nos habitudes nord-américaines. Mon père a très vite apprécié le côté bon vivant des Européens. Et on buvait du vin à table les fins de semaine ou les occasions spéciales. Mais toutes les semaines, définitivement, certains soirs, il y avait du vin, pas des grands vins. Et les jours d'occasion spéciale, là, on avait